Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui donc pour ce webinaire sur la gestion de la crise alimentaire. En guise d'introduction, on va traiter aujourd'hui donc dans la gestion de la crise alimentaire, non pas tout ce qui tourne autour de la gestion de la qualité ou de la gestion de la conformité sur les produits. C'est pas le sujet. Nous, on va aborder aujourd'hui plutôt l'angle de la gestion de la crise alimentaire sous un angle de comment je gère au mieux en fait la gestion de ma communication, comment je collabore mieux à résoudre les problématiques lorsqu'une crise alimentaire intervient donc dans une société. Et ce que je vous propose en guise d'introduction avant de passer à une démonstration de quelques cas d'usage, c'est de partager avec vous une présentation d'introduction. Alors, lorsqu'on parle de gestion de la crise alimentaire, on va repositionner un petit peu le débat. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps peut-être de donc commencer par une définition de ce qu'on appelle effectivement la crise d'origine alimentaire d'un point de vue, alors pas forcément juridique, mais en tout cas tel que les instances publiques en fait le définissent. Ensuite, la gestion de la crise, est-ce que c'est un mythe ou une réalité dans le sens où est-ce que ça concerne tout le monde ou est-ce que ça concerne que quelques types de sociétés? On va le détailler plus précisément. On regardera dans le passé les leçons qu'on peut tirer de ce qui, donc sur la base de 2-3 exemples, et en particulier l'exemple de Findus avec la gestion de la crise de la viande de cheval. L'idée, non pas de pointer du doigt certains cas passés, mais juste d'expliquer effectivement en quoi la gestion de la crise d'un point de vue communication a été bonne ou mauvaise et pourquoi. Et ensuite, on passera à l'explication donc de la gestion d'une crise d'un point de vue collaboratif aux communications, telle qu'on peut l'adresser aujourd'hui avec les solutions Microsoft, et notamment ce sera étayé par une phase de démonstration de quelques cas d'usage. L'idée, c'est de faire cette présentation donc en 45 minutes environ, et on se laissera un petit quart d'heure pour des questions-réponses éventuelles. Je vous propose de commencer tout de suite par la définition. Donc cette définition qui est tirée du guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire, donc est un guide que vous pouvez télécharger. Je vous ai mis le lien et vous pourrez télécharger de toute manière la présentation à l'issue de l'intervention. Je vous ai mis le lien, c'est un lien donc d'un document effectivement mis en ligne par les instances publiques qui définit donc la gestion des alertes d'origine alimentaire de cette manière. C'est une situation de risque réelle ou supposée relative à un produit ou à un lot de produits qui peut créer une inquiétude collective. Cette situation est aggravée par un contexte sensible. Elle requiert un traitement en urgence et la dimension médiatique est l'une des composantes parfois essentielles d'une crise. J'ai mis en surbrillance ce qui me semblait intéressant dans cette définition. La première chose, c'est la situation de risque réelle ou supposée. On va en parler, puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une gestion de crise, ce n'est pas forcément une gestion de crise qui est réelle, c'est une gestion de crise qui peut être supposée. C'est-à-dire qu'on peut être sur de la présomption ou du moins des interrogations ou de la suspicion. Et on verra notamment au travers des cas d'usage que je vais vous présenter après. Et ça, c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, vous avez des réputations d'entreprises qui se font, qui peuvent se défaire en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours, sur des faits qui peuvent être supposés et non pas réels. Et ça, c'est important de bien en prendre conscience. Ça rejoint le deuxième terme que j'ai mis en surbrillance, qui est l'inquiétude collective. On parle de gestion de crise, non pas lorsqu'on a un individu qui commence à s'inquiéter, mais lorsque vous avez un groupement d'individus qui n'ont pas forcément de lien entre eux, qui commencent effectivement à avoir le même niveau d'inquiétude, ou en tout cas la même interrogation par rapport à cette situation de risque réelle ou supposée. La situation peut être aggravée dans un contexte sensible, ça on verra effectivement que les contextes sensibles sur les comment dire, dont on peut entendre parler dans les médias, sur les risques sanitaires, sur le manger bio, sur un certain nombre de choses, participent effectivement potentiellement à ce contexte sensible. Et l'idée d'une crise, c'est qu'elle requiert un traitement en urgence. Donc le leitmotiv d'aujourd'hui, c'est vous expliquer que on ne gère pas une crise comme on gère une communication traditionnelle. On gère une crise en urgence parce que effectivement l'objectif est de dégonfler un petit peu la suspicion, en tout cas les inquiétudes qui peuvent émerger. Et la dimension médiatique est importante puisque l'idée, c'est d'avoir une communication qui soit aussi bien tournée vers l'externe que vers l'interne de l'entreprise. Et ça, on va vous l'expliquer juste après pourquoi.
Alors, la gestion de la crise, mythe ou réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une gestion de crise nécessite plus qu'un communiqué de presse ou l'apparition d'un PDG à la télévision. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le recul, il n'y a pas de méthode miracle pour remédier à des crises. Par contre, il y a des leçons qui sont à tirer du passé, et on va expliquer juste après quelles sont les quelques leçons qu'on peut en tirer. Troisième point, qui semble aujourd'hui important, c'est la notion de transparence. Les entreprises qui font des erreurs doivent sincèrement accepter la responsabilité de leurs actes et ne pas se distancier par rapport à ça. Ce qui souvent est plus reproché aux entreprises, alors plus que l'effet générateur de la crise elle-même, c'est la manière après coup dont l'entreprise peut être à même de communiquer, en communiquant mal, en faisant du déni, ou voire même en mentant en tout cas sur la réalité des choses. Et c'est limite plus important que le fait générateur. C'est-à-dire que autant les consommateurs peuvent accepter aujourd'hui que les entreprises maîtrisent pas forcément tout dans la chaîne de production, dans la gestion de la qualité. Il se peut qu'il y ait effectivement des défauts de qualité. Ça fait malheureusement partie de la vie de l'entreprise. Autant par contre, lorsque ces défauts de qualité donc génèrent une crise pour une raison diverses et variées, ce qui est attendu aussi derrière, c'est effectivement la manière dont l'entreprise va communiquer et communiquer sincèrement sur l'erreur qui a été faite. Et pourquoi c'est important cette transparence? Parce que les nouvelles se propagent aujourd'hui en un éclair. Vous avez les réseaux sociaux qui ont pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, un fait relativement mineur, en tout cas qui pouvait paraître mineur, ou une information, ou une erreur qui pouvait effectivement sur laquelle on pouvait passer potentiellement à côté, aujourd'hui elle peut être pointée du doigt très rapidement à travers les réseaux sociaux et prendre un phénomène d'ampleur en tout cas très rapide. Donc l'idée aussi du traitement de l'urgence, c'est pour éviter ce genre de phénomène. Alors, les leçons qu'on peut tirer du passé, ça c'est 3 exemples, alors qui sont plutôt effectivement nord-américains. L'idée, c'est d'expliquer que cette gestion de crise, elle n'est pas nouvelle. Déjà en 1996, vous aviez donc une société qui s'appelle Odwalla Foods, qui avait rencontré donc aux États-Unis un problème suite à une bactérie, donc la bactérie E. coli, qui a été détectée et présente en fait dans un jus de pomme. Et vous aviez eu à l'époque une personne qui avait décédé suite effectivement à cette bactérie. Ce qui est important, c'est que cette société à l'époque n'avait pas forcément pris conscience alors, non pas de la gravité de la chose, mais de l'importance de la communication autour de ça. Ils sont tombés en faillite et de mémoire, ils ont été rachetés quelques mois, voire quelques années plus tard par l'entreprise Coca-Cola, parce qu'en fait, ils n'ont pas su gérer correctement la crise. 2 exemples également, les friandises Cadbury, un verre infesté qui était découvert dans des chocolats, et puis en 2011 plus récemment, Taco Bell avec l'affaire, on va dire, du bœuf assaisonné. Ça, c'est juste pour vous montrer que ces 3 exemples de sociétés, alors qui sont plus ou moins grandes, Odwalla Foods était une PME, Cadbury une société beaucoup plus importante. Ça vous prouve que depuis 96, la crise, les gestions de crise continuent, c'est pas quelque chose de récent. Ce qui a évolué par contre depuis 1996, c'est la manière dont les entreprises gèrent la crise, notamment à travers les médias et les réseaux sociaux. Et si on regarde de plus près, un exemple français, donc qui est effectivement Findus avec la crise sur la viande de cheval. Je me suis amusé un petit peu à retracer la chronologie finalement de cette gestion de crise. Donc le 16 janvier, vous avez des traces donc d'ADN qui sont détectées dans des hamburgers surgelés. Le distributeur donc du coup va automatiquement demander en fait de retirer les produits incriminés. Alors une chose qui est importante dans ce cas-là, la gestion de crise n'est pas venue tout de suite, au sens où c'est Findus qui a fait cette détection et c'est Findus qui a effectivement fait le nécessaire. Une enquête est lancée pour éclaircir le mystère de la provenance de la viande de cheval. Puis, le 18 janvier, l'enquête révèle que l'ADN de cheval provient de poudres qui sont fabriquées à partir de carcasses, donc avec effectivement un fournisseur, et des additifs qui composaient près de 30%. Le 1er février, soit environ 15 jours plus tard,
la chaîne donc de fast-food annonce que des traces d'ADN ont été retrouvées dans la viande de l'un de ses fournisseurs. Donc ça, c'est suite aux enquêtes qui ont été menées. Et les traces d'ADN de cheval donc provenaient d'un fournisseur polonais en l'occurrence. Le 7 février, les supermarchés qui décident de retirer de la vente les spaghettis et les lasagnes. L'industriel qui pourtant avait rappelé ses produits. Par contre, avait fait une campagne de rappel des produits sur le motif d'une erreur d'étiquetage, mais pas sur le motif de la présence d'ADN. Le lendemain, le 8 février, donc confirmation des produits qui sont retirés, confirmation que les produits retirés contiennent bien effectivement de la viande de cheval. Et donc en fin d'après-midi, l'industriel qui annonce le retrait de l'ensemble des 3 produits phares, les lasagnes, le hachis parmentier et la moussaka. Le 10 février, vous avez la Fédération du commerce et de la distribution donc qui annonce que 6 chaînes de supermarchés françaises ont retiré. Alors ça c'est important parce qu'on voit qu'effectivement on parle du 16 janvier jusqu'au 10 février, on est quasiment sur un mois en fait en termes de timing. Le résultat de toutes ces étapes-là, je vous l'affiche en fait de manière assez volontaire, c'est le type de message qu'on a pu voir pendant toute cette durée, en tout cas à l'issue de cette crise, notamment sur des réseaux sociaux. Alors là, c'est quelqu'un qui avait détourné finalement la thématique de est-ce que vous aimez le cheval en tant qu'ami, en tant que lasagne. Voilà, c'était évidemment ironique et dévastateur pour la marque, mais ça c'est aussi la conséquence du délai par lequel la crise a été prise en compte en tant que telle. Alors pourtant, quand on regarde la manière dont Findus a géré la crise, ce qui est important, c'est que en termes d'évaluation, ils ont bien réussi à identifier les acteurs de la chaîne. Ils ont eux-mêmes réalisé les tests qui ont permis de découvrir les traces d'ADN. C'est eux qui ont provoqué le rappel des produits. Ils ont informé eux-mêmes les autorités des sanitaires. Et pour autant, il y a eu un tsunami politique. Donc, alors, pas de bol entre guillemets. Findus a été pointé du doigt. Pourquoi? Parce qu'en parallèle de cette détection en fait d'ADN alimentaire, vous avez une autre affaire qui était sortie dans les médias anglais à peu près à la même période, concernant la mort d'un consommateur qui avait mangé de la viande provenant d'un cheval qui avait été dopé à la phénylbutazone, une molécule. Et comme Findus avait déjà les résultats de ces tests, les autorités britanniques donc commandé des analyses en fait sur cette substance. Et ils ont demandé en fait ces analyses par voie de presse. Donc vous imaginez un petit peu, vous avez en Angleterre quelqu'un qui meurt donc suite à la consommation de viande, les autorités britanniques qui demandent à Findus des analyses complémentaires sur cette molécule par voie de presse. Autant dire que en fait ça a été monté un petit peu en épingle et le fait que Findus soit cité donc a du coup fait réagir la presse française. Et c'est alors que s'est déclenché le tsunami médiatique qui montrait Findus comme à l'origine du scandale. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que dit finalement le président de Findus, qui est donc Mathieu Lambeau à l'époque. Il explique que le consommateur a bien compris que pour autant nous n'étions pour rien dans le scandale de la viande de cheval en 2013. Alors, preuve en est de ce qu'il raconte, c'est que ça n'a pas empêché Findus, qui a montré patte blanche et qui a fait une couverture, enfin une communication d'ouverture et de transparence auprès des médias et qui ont apporté la preuve de résultats tests. Ça les a pas empêchés d'avoir une croissance malgré tout en fait dans les années qui ont suivi, puisqu'en 2014 ils ont fait plus 14% de chiffre d'affaires et ils ont une part de marché du surgelé l'année suivante qui a atteint je crois 8,5% ou 9%, qui était assez conséquent compte tenu effectivement de la crise de l'année précédente. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est effectivement le fait qu'ils ont évalué, ils ont eux-mêmes pris la décision effectivement d'informer les autorités, etc. Quelque chose qu'ils n'ont pas pu contrôler, qui était un fait extérieur, c'était le tsunami médiatique suite à une affaire parallèle pour laquelle il n'y avait pas de lien de cause à effet, mais pour autant ils ont été pointés du doigt. Et c'est l'ouverture et la transparence de Findus qui a fait qu'ils ont été en capacité de rassurer les consommateurs sur effectivement cette gestion de crise. Donc et là je vous mets donc deux exemples. Un exemple de campagne publicitaire que Findus a réalisé à la suite de ça. Donc c'est quand d'autres délocalisent, Findus investit en France. Et ils ont également, alors ça c'est pour l'anecdote,
Ils ont repris en fait une communication qui avait été placardée dans les rues de Paris, qui avait été faite par donc une petite agence de communication, comment dire, indépendante. Et ils ont repris en fait cette communication à leur charge en disant chez Findus, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance de nos ingrédients. Bon, c'était un clou d'œil. Ils n'ont pas, d'ailleurs, pour l'anecdote, ils n'ont pas tout de suite apprécié en fait la blague, puisque au départ ils souhaitaient porter plainte sur cet afficheur, et puis finalement en voyant que les gens prenaient ça de manière plutôt positive parce que c'était décalé en termes d'humour, ils ont décidé de travailler en collaboration avec cette agence de communication pour pouvoir effectivement placarder ce type de message un peu partout dans Paris et en France. Et puis troisième communication ou typologie de communication qui me semble intéressante, c'est le fait qu'effectivement ils ont fait une communication sur la transparence et les choses et les engagements, on va dire, qu'ils mettaient en place pour pouvoir garantir aux consommateurs que ce type de problématique ne se reproduirait plus. Donc ça, c'était un exemple de la manière dont Findus a géré la crise. Ce qu'on peut dire en conclusion, on va dire, des bonnes pratiques, en tout cas, ou du cycle de vie d'une gestion de crise, et de la manière dont moi je vais pouvoir ensuite vous le montrer à travers une rapide démonstration. D'abord, c'est faire de la veille. C'est comment être en capacité de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles pour pouvoir anticiper le début d'une crise. Lorsqu'on parle par exemple de bad buzz, c'est typiquement ça, c'est être à l'écoute en fait de ce qui se dit sur sa marque, sur ses produits, avoir une écoute auprès de ses consommateurs pour pouvoir être en capacité de détecter un début de crise. Puis une fois que la crise est détectée ou le début de la crise est détecté, c'est d'être en capacité finalement de visualiser ce qu'on appelle les foyers d'incident. Donc est-ce que c'est quelque chose de localisé géographiquement ou est-ce que c'est quelque chose qui est étendu à l'ensemble du territoire national? Voilà, l'idée c'est de connaître un petit peu mieux d'où vient en fait ce début de crise et comment effectivement je les identifie et comment je les diagnostique. Ensuite, c'est toute la partie action-décision qui est de dire il va falloir derrière que je fasse les contrôles nécessaires. Donc ça passe par la contrôle des commandes, par exemple incriminées. Si vous avez des outils effectivement en interne pour pouvoir tracer donc toute la traçabilité finalement de vos produits en termes de livraison à travers un numéro de série, etc., ou numéro de lot, vous allez pouvoir remonter donc du coup sur les commandes qu'on a incriminées, vérifier l'ensemble de la traçabilité sur les lots et derrière organiser des campagnes de rappel produit. Alors c'est un cycle de vie, on va dire classique et qui se veut vertueux, l'objectif, c'est une fois que vous avez fait votre communication ou vos campagnes de rappel produit et que vous avez rassuré finalement les consommateurs, c'est toujours être à l'écoute, notamment à travers les réseaux sociaux ou à travers des enquêtes de satisfaction, pour vérifier que ce que vous avez mené comme plan de communication, comme plan d'action, a fonctionné et à savoir est-ce que vous avez réussi finalement à faire dégonfler effectivement cette crise en tant que telle. L'aspect collaboratif des choses est très important et c'est ce que je vais vous montrer juste après dans la partie démonstration. Alors, si on regarde très rapidement ce que je vais vous expliquer en démonstration, c'est comment on va être en capacité de détecter une crise à travers notamment un outil d'analyse des réseaux sociaux, comment on va être en capacité d'avoir des alertes particulières via des alertes automatiques qui viennent du système. Je vais vous expliquer et vous montrer qu'on n'est pas sur de l'écoute uniquement, mais qu'on est sur de l'engagement et on va voir comment j'ai converti notamment un post négatif en une gestion d'incident dans mon CRM, donc mon outil back-office, pour pouvoir traiter l'incident en tant que tel. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai identifié, comment on va être à l'écoute des consommateurs? On va résoudre les incidents clients en lien avec les consommateurs. On va piloter le service client de manière efficace à travers notamment des tableaux de bord. On va pourquoi pas éventuellement géolocaliser les incidents en tant que tels pour voir si effectivement c'est quelque chose de sporadique ou pas. Et on va mesurer la satisfaction de mes clients grâce à des enquêtes de satisfaction. À la suite de quoi? Évidemment, alors ça c'est la partie ERP que je ne vais pas forcément vous montrer, je voulais juste illustrer ici à travers quelques screenshots. Vous avez tous des systèmes d'information qui vous permettent aujourd'hui de venir consulter directement donc vos données dans l'ERP et notamment de venir regarder quelles sont les commandes clients qui ont été incriminées ou concernées en tout cas par les produits cités par les consommateurs et d'être en capacité derrière à travers vos outils de conformité d'aller rechercher l'information et de savoir auprès de qui vous avez vendu ou auprès de qui
qui vous êtes fourni. D'accord? Donc ça, c'est important. Le dernier aspect, c'est tout l'aspect collaboratif de la gestion de la crise. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on va organiser toute la communication et toute la préparation en interne, en fait, de la gestion de crise à travers un plan de bataille, ce que j'ai appelé un plan de crise, pour pouvoir être efficace et répondre dans les meilleurs temps. C'est le fait de pouvoir collaborer notamment en temps réel avec des outils de type OneNote ou Skype, et je vais vous montrer l'usage de ces outils-là, de planifier des actions avec Microsoft Planner qui va vous permettre de suivre l'avancement des différentes tâches dans votre plan de crise, et de pouvoir éventuellement vous appuyer sur des espaces de stockage et de partage pour pouvoir stocker vos documents et communiquer aussi avec vos salariés pour pouvoir rassurer également vos salariés qui peuvent être inquiets de l'avenir de l'entreprise lorsque vous avez une crise qui est importante. Le dernier point, c'est la campagne de rappel produit. Comment j'organise des modèles, comment j'ai préparé en fait des modèles d'email déjà prêts à l'emploi qui me permettent le jour de la détection d'une crise, de pouvoir commencer effectivement à préparer la communication en ayant déjà en amont préparé des modèles d'emailing, de pouvoir avoir préparé également des modèles de campagne de rappel produit qui vont me permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et de faciliter finalement cette gestion de crise, et de suivre l'ensemble des résultats de mes campagnes en termes de communication, y compris sur les réseaux sociaux. Et donc l'objectif de tout ça, c'est évidemment d'animer une communauté et de faire en sorte que, en cas de crise, vous puissiez aussi vous appuyer sur une communauté de fans et de prescripteurs qui vont effectivement consolider votre e-réputation. Le dernier point, et non très moindre, lorsqu'on parle de crise, c'est d'évaluer les impacts. Comment je regarde les impacts au niveau financier, donc c'est-à-dire comment, avec des outils de type reporting décisionnel, je peux voir si ma crise a eu un impact ou pas sur les ventes, par exemple. Comment j'ai pu utiliser ces outils décisionnels pour identifier les gammes de produits concernés et être en mesure éventuellement d'avoir des actions correctives en termes de qualité, notamment en vérifiant, par exemple, si mes produits n'ont pas, si les produits incriminés ne provenaient pas d'un site de production particulier, et d'être en capacité de faire tout ça, évidemment, en mode mobilité, notamment à travers des tableaux de bord. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc je vous ai déroulé grosso modo le scénario que je vais vous montrer, et je vous propose de passer à la partie démonstration. Alors, j'utilise une plateforme, donc Microsoft Office 365, dans lequel je vais retrouver un certain nombre d'outils que je vais vous présenter, qui m'ont permis en fait de gérer correctement cette crise-là. On va avoir un outil, donc Social Engagement, qui va vous permettre d'écouter les réseaux sociaux à travers des requêtes et des mots-clés que vous allez mettre en place. Ça va vous permettre d'écouter en fait ce qui se dit sur vos produits, sur votre marque, voire même sur vos concurrents, pour pouvoir être en capacité d'avoir des alertes automatiques si jamais vous avez à un moment donné quelque chose d'anormal. Donc, lorsqu'on parle de signaux faibles ou signaux précurseurs d'une crise, notamment lorsque vous travaillez avec un public consommateur final, on va voir que généralement les crises, elles n'arrivent pas effectivement en 2 heures, ça met un peu de temps, mais que souvent il y a une accélération parce que vous avez un message ou en tout cas une information qui commence à circuler et qui prend de l'ampleur. Et le bad buzz, c'est ça. Donc l'idée de cette plateforme, c'est d'être en capacité d'identifier finalement ce bad buzz. Ensuite, comment je transforme ce bad buzz en une gestion d'incidents et de services clients dans mon CRM qui est Dynamics 365 et comment je vais traiter correctement la gestion de ces incidents. Je vous montrerai en parallèle de ça, toutes les capacités que Dynamics 365 propose également en termes de campagne on va dire campagne d'emailing ou de gestion d'enquête de satisfaction pour pouvoir organiser et communiquer, en tout cas organiser votre communication auprès de vos consommateurs. Ensuite, je vous montrerai tout un panel d'outils collaboratifs, alors que ce soit Yammer, que ce soit OneNote ou même Planner, qui se trouve ici, là qui va me permettre plus d'organiser tout l'aspect collaboratif de la gestion de ma crise. Donc la manière dont moi je vais m'organiser en interne pour pouvoir effectivement communiquer auprès de mes salariés, organiser mon plan de bataille, mon plan de crise. En gros, toutes les informations nécessaires en tout cas au travail. Et enfin, je vous montrerai la partie Power BI qui vous permet d'analyser et de mesurer les informations. Donc ce que je vous propose d'illustrer dans un premier temps, je vais partir d'un cas très simple, c'est donc je suis moi fabricant de chocolat
Ma société s'appelle Chocolaterie Le Maître. Je travaille avec un réseau de distributeurs qui sont principalement donc des boutiques d'épicerie fine ou des boutiques en ligne, ce genre de choses. Donc je suis en B2B. Par contre, j'ai des consommateurs finaux qui achètent auprès de mes clients donc l'ensemble de mes gammes produits. Moi, je n'ai pas de relation forcément directe avec mes consommateurs finaux, dans le sens où je n'ai pas de plateforme e-commerce, où je n'ai pas de magasin en nom propre qui me permet de vendre. Donc, l'idée de ce que je vais vous expliquer, c'est comment la crise va venir effectivement d'un consommateur final et comment je vais devoir gérer ça auprès de ces consommateurs finaux, comment je vais pouvoir les identifier, sachant que ce ne sont pas mes clients directs. Ce qui est intéressant, c'est que donc Fanny Dupuis, qui est une de mes clientes, je lui ai vendu des produits. Et vous avez une consommatrice qui malheureusement n'a pas apprécié mon produit. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que donc la plateforme d'écoute des réseaux sociaux qui s'appelle Microsoft Social Engagement me permet de définir donc des rubriques d'écoute sur mes concurrents, sur mes produits, sur de la veille, sur des salons professionnels. Lorsque je regarde d'ailleurs sur mes produits, j'ai un certain nombre en fait d'expressions qui apparaissent, dont des expressions négatives. Alors elles sont déjà négatives, je vais peut-être enlever le filtre. Voilà. Au départ, elles sont pas forcément négatives. On a des expressions positives, négatives ou neutres. Et ça, c'est l'ensemble des expressions qui ont été détectées en fait par le système sur la base des requêtes qui sont faites sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, Instagram, les newsfeeds, des blogs, les commentaires YouTube, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, donc qui va me permettre d'écouter tout ce qui remonte, va analyser en temps réel l'ensemble des posts qui sont émis sur les différents réseaux et va me donner un certain nombre d'indicateurs. Le premier des indicateurs, c'est le sentiment, donc la valeur positive, négative. Donc c'est le système qui va analyser en fonction de la nature de la phrase. Vous avez des algorithmes en fait intelligents qui vont détecter et analyser le contenu de la phrase pour dire si c'est positif, négatif ou neutre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la notion d'emplacement. La notion d'emplacement, elle est intéressante parce qu'elle va me permettre de voir si ce sont des personnes qui sont sur un territoire donné plutôt lié à la typologie de population que j'adresse habituellement. Donc là, on voit que c'est plutôt effectivement sur le territoire français, mais on peut avoir aussi quelques cas particuliers de personnes qui ont posté ces messages depuis des pays autres que la France. Vous avez un autre indicateur qui est intéressant, synthétique, c'est le volume. Lorsqu'on parle de signaux faibles ou d'indicateurs justement de bad buzz, c'est lorsqu'on a une augmentation en fait nette et importante d'un volume à un instant T du nombre de postes concernant effectivement une requête particulière. C'est typiquement ce volume que je vais analyser et sur lequel j'ai la capacité de mettre des alertes automatiques de telle manière que le système va me proposer à un instant T, dès lors que le volume devient anormalement élevé, il va me dire attention, il est en train de se passer quelque chose, il va m'envoyer un email directement dans ma messagerie pour m'indiquer qu'il faut que j'aille jeter un coup d'œil. L'objectif de ce type de tableau, c'est pas forcément d'avoir un visuel 24 heures sur 24, mais en tout cas, c'est de pouvoir effectivement analyser quotidiennement les informations et surtout d'avoir des systèmes d'alerte. Alors ces systèmes d'alerte, ils sont intéressants, c'est ce qu'on appelle le centre de message et c'est ce qui va me permettre de pouvoir paramétrer et programmer dans le système une alerte en disant si jamais j'ai une alerte donc produit, si jamais j'ai une alerte de tendance particulière sur effectivement, hop, on va prendre de publication, voilà, hop. Je vais pouvoir programmer un destinataire en disant bah, je veux prévenir Hugo. Voilà. Alors, c'est moi. Hop. Et je vais pouvoir indiquer que l'alerte doit concerner mes produits spécifiquement. Donc ça c'est important parce que je vais pouvoir donc enregistrer cette alerte et donc dès maintenant, dès que j'aurai une alerte de publication avec une information particulière, et ben donc du coup le centre de message va m'avertir, m'envoyer un email. Ce qui va être intéressant également dans les analyses, c'est qu'en fonction effectivement du paramétrage, on va retrouver un indicateur sur le nombre de sources. Donc pour savoir que l'ensemble des informations ont été plutôt postées sur Twitter, on va voir quels sont les principaux auteurs, et j'y reviendrai juste après, et ensuite quelles sont les expressions qui reviennent le plus en tant que telles sur l'ensemble des requêtes qui ont été faites. Donc si je reviens sur mon alerte de produit, moi ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu les sentiments négatifs. Donc je vais regarder sur un délai particulier, on va regarder depuis le mois de janvier par exemple, hop,
ce qui s'est passé. Je vois que j'ai des alertes négatives. Je vais pouvoir venir directement filtrer sur ce tableau-là et visualiser l'ensemble des informations. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de visualiser, je vais pouvoir aussi avoir une liste en fait de tous les posts unitaires qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Et je retrouve notamment ici un post d'une consommatrice qui s'appelle Julie Petit, qui dit, en gros, je viens de tester donc le chocolat Venezuela, qui est un chocolat de ma gamme, donc elle a même mis la référence de mon produit, et elle dit qu'il y a un drôle de goût, que c'est voilà, couleur suspecte, etc. Alors là, on est plus sur un défaut organoleptique et pas tellement sur un problème de gestion de crise, mais en tout cas, je vais en prendre soin et je vais faire attention à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir visualiser un certain niveau de détail sur l'auteur, savoir qui il est, voir si cette personne a beaucoup d'abonnés ou pas, c'est ce qu'on appelle la portée, donc est-ce que cette personne a une influence telle que si effectivement elle est suivie par des milliers et des milliers de personnes, dès qu'elle va poster quelque chose, ça va être lu par potentiellement 10 000 personnes, ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui a une très faible influence, et auquel cas, alors ça veut pas dire que je dois pas en prendre soin, mais en tout cas le risque est moindre que l'information se diffuse plus rapidement. Ce qui est intéressant également, c'est la capacité de venir directement sur la base de ce poste-là, engager une discussion avec cette personne, donc lui répondre, mais surtout venir convertir directement ce message-là comme un incident dans mon CRM. Et ce que je vais vous montrer, c'est justement comment je récupère l'incident dans le CRM. Donc je vais récupérer la liste des incidents et je vais retrouver donc du coup dans mon CRM l'incident de Julie Petit qui me dit effectivement elle a testé le chocolat et elle trouve drôle et suspect. Ce que je vais vous montrer par là, c'est que le système d'écoute est un système d'écoute, c'est un système d'engagement. J'ai récupéré moi l'information initiale et le tweet qui a été posté. Je peux même aller voir si je veux le post d'origine, puisque c'est un post réel qui a été fait. Et je peux dès lors commencer à engager la discussion. Récupérer par exemple un niveau d'information comme son adresse email. J'ai engagé une discussion en message privé et j'ai pris contact avec cette personne-là. Derrière, je vais pouvoir lui envoyer un email, lui proposer des informations. Je vais demander à qualifier l'information. Je vais par exemple définir le type d'incident, le sujet, est-ce que c'est un défaut organoleptique ou autre, définir quel est le produit concerné, quelle était la date limite de consommation. Donc ça, c'est des informations que je récupère en discutant effectivement avec ce consommateur. Et en plus, j'ai de la chance, elle a gardé l'emballage, donc du coup, j'ai même le numéro du lot. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir effectivement commencer à regarder dans mon ERP, dans mes systèmes back-office, si ce lot est isolé ou pas. Ce qui est intéressant également, c'est de voir si cette personne-là a été déjà identifiée et de voir qu'elle a par exemple des incidents actifs. Ça, c'est intéressant parce que vous avez des fois aussi, malheureusement ça existe, des consommateurs qui sont habitués des plaintes et qui passent leur temps à se plaindre régulièrement sans motif forcément apparent. Donc l'idée, c'est aussi d'arriver à distinguer en fait ces personnes-là des réelles plaintes. Ce qui est intéressant, l'ensemble de ces informations que vous allez effectivement traiter dans le CRM sont autant d'informations qui vont vous permettre de savoir si d'un coup vous avez un pic d'activité justement sur la gestion de vos incidents parce que vous avez un certain nombre de consommateurs qui d'un coup d'un seul se plaignent. Donc on a vu qu'on a un indicateur de volume, on a un indicateur sur les produits concernés, etc. Enfin, en tout cas sur le rattachement du produit. Et lorsqu'on va parler de crise, c'est lorsqu'on va parler effectivement d'un phénomène de masse. Si je commence moi à avoir un certain nombre d'incidents qui sont déclarés dans mon système, alors que ça soit à travers les réseaux sociaux, que ça soit à travers les mails, que ça soit à travers mon site web ou autre, concernant un produit identifié, je suis peut-être en présence du début de crise. Donc ce que je décide de faire à ce moment-là, c'est très simple. Je décide de créer un incident un petit peu par an que j'appelle gestion de crise, Chocolat le maître, donc que je vais affecter à mon entreprise et qui va simplement me permettre de faire quoi? De pouvoir mettre en relation en fait tous les incidents en France, c'est-à-dire de mettre en valeur le nombre en fait d'incidents qui sont relatifs effectivement à un phénomène commun. Une fois que la crise est effectivement détectée, parce que je commence à avoir des plaintes réelles et sérieuses qui sont faites, soit à travers de voies de presse, soit à travers effectivement les réseaux sociaux ou par mail ou autre, je vais prendre la décision d'activer mon plan de crise. Alors activer mon plan de crise, c'est quoi? Tout simplement, je vais utiliser un groupe Office 365 qui est en lien donc du coup avec cet incident. Et ce groupe que j'ai créé va me permettre
plusieurs choses. Il va me permettre déjà d'organiser mon équipe de crise, qui je vais inviter en fait en interne chez moi à travailler justement à la gestion de cette crise en termes de plan de préparation, de communication, etc. Quels sont les différents calendriers, quelles sont les différentes tâches ou rendez-vous que je vais positionner comme calendrier. Je vais avoir un calendrier qui est commun au groupe, c'est-à-dire que tous les membres de ce groupe-là vont partager un calendrier commun le temps de la crise, ce qui va me permettre moi de pouvoir visualiser de manière efficace en fait l'ensemble des tâches et des informations que je vais avoir. Je vais pouvoir également avoir des systèmes de conversation, au sens où moi je vais pouvoir dire voici donc le groupe de gestion de la crise. Merci de poster vos commentaires. Voilà. Donc ça, c'est une file de discussion qui est interne au groupe et qui va me permettre pour l'ensemble des membres du groupe de pouvoir discuter et envoyer donc des informations, communiquer, etc. Les personnes vont pouvoir interagir en tant que telles. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir également avoir donc un espace de stockage de documentaire qui va me permettre de pouvoir récupérer des informations ou du moins de déposer des documents. Et j'ai par exemple ici déposé un document qui s'appelle la gestion ou le plan de gestion de la crise, qui permet de communiquer à l'ensemble du groupe en fait les différentes informations, et en l'occurrence ça c'est un document que j'ai récupéré d'un institut qui explique grosso modo comment on gère la crise de manière efficace. Donc c'est des documents que vous allez pouvoir encapsuler et récupérer dans votre système. On peut même pourquoi pas aller jusqu'à organiser la récupération des emails si j'ai des emails importants à récupérer en interne pour pouvoir stocker et informer. Donc, ce groupe de travail, c'est un groupe collaboratif qui va vous permettre, voilà, de vous organiser en interne pour organiser vos réunions de travail, pour pouvoir avoir un fil de discussion en interne avec les informations. Pour autant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que j'ai besoin de planifier des actions. Donc, je vais utiliser Planner, qui fait partie donc de la suite Microsoft Office 365, pour pouvoir organiser un certain nombre de tâches et d'actions à réaliser. Donc là, j'ai une action de prévention. Donc là, on est en mode analyse des risques. Donc on va dire voilà, la crise est détectée. Je dois analyser quel est le risque de cette crise. Je dois faire un audit d'organisation en interne pour savoir comment ça s'est passé. Je dois peut-être préparer des scénarios. Donc ça, c'est des actions que vous anticipez généralement avant la crise. On a une action de veille, comme je vous l'ai montré juste avant, qui est la détection, le ciblage, les indicateurs faibles, les signaux faibles, à travers les indicateurs. Et puis une fois que la crise est arrivée, on va préparer effectivement la communication. On va préparer des plans de réponse, on va préparer donc le plan de crise, on va préparer la cellule de crise. Cellule de crise, c'est est-ce que dans l'entreprise, vous devez par exemple avoir un bureau dédié, je sais pas moi, à cette équipe de crise en tant que telle. Tout ça, ce sont des choses que vous anticipez et que vous préparez. Et cet outil vous permet en fait de pouvoir préparer effectivement en amont de la crise l'ensemble de ces informations. C'est également le fait de se former. Est-ce que vous avez organisé des formations? Est-ce que vous êtes entraîné à gérer ces plans de crise? Tout ça, ce sont des outils qui vous permettent de le faire. Et le jour où la crise arrive, eh ben, hop, on va pouvoir organiser la gestion de l'urgence. Est-ce que l'alerte a été donnée en interne? Est-ce que vous avez mesuré la gravité de cette crise? Est-ce que vous avez constitué la cellule de crise? Est-ce que vous avez fait votre propre communication en interne? Alors oui, j'ai fait ma communication en interne parce que notamment, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Yammer et dans lequel j'ai fait une communication donc à tous les salariés et à toute l'entreprise pour expliquer que suite aux récents événements médiatiques, la direction a décidé de communiquer les informations suivantes. Et là donc on va expliquer et on va rassurer nos employés par rapport effectivement au phénomène de crise qui est en train de survenir. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un outil, donc c'est un réseau social à l'entreprise qui va vous permettre de créer du lien entre effectivement la direction de l'entreprise et les salariés qui se poseraient éventuellement des questions. Si je reviens à mon outil de planner, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me permettre de pouvoir visualiser de manière graphique et très rapide l'ensemble des tâches, celles qui sont en cours, celles qui sont en retard, celles qui sont terminées, comment je les ai réparties et comment je les ai attribuées en fonction des différents membres de ma cellule de crise, et de pouvoir organiser tout le planning autour de ça et visualiser effectivement si j'ai des dates ou des jalons particuliers. Donc, on est vraiment dans l'aspect collaboratif et comment j'organise ça. En parallèle de ça, on va utiliser aussi les capacités de Dynamics 365, donc la solution CRM, pour pouvoir gérer en fait des enquêtes de satisfaction auprès de mes clients
consommateurs et de pouvoir simplement vérifier que s'il y a eu excusez-moi. S'il y a eu une publication qui a été faite, en gros, est-ce qu'ils ont été satisfaits de la publication? Est-ce qu'ils ont pu mesurer l'intérêt, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont été rassurés sur l'enquête? Alors, je voudrais juste vous montrer quand même le résultat de l'enquête. Voilà. Et donc, l'enquête, c'est quelle est la probabilité que vous recommanderiez à nos amis ou à nos produits, à un ami ou un collègue. Est-ce que vous avez apprécié la rapidité des réponses? Est-ce que vous avez été satisfait? Quelle est l'évaluation globale, etc., etc. On est sur le principe d'une enquête de satisfaction classique. Mais ça, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir la générer et la gérer depuis votre CRM, et donc du coup récupérer automatiquement l'ensemble des résultats de chaque enquête sur l'ensemble des contacts qui ont été mandatés. En parallèle de ça, vous allez organiser, toujours avec l'outil CRM, peut-être une campagne de rappel de produits. Donc vous aurez préparé en amont de votre campagne de produits un template, un modèle d'email qui va vous permettre d'avoir préparé, donc sans avoir à attendre la crise, d'avoir préparé effectivement un modèle type d'email de communication que vous allez pouvoir adapter le jour J pour pouvoir organiser effectivement la communication. Donc là, je vous montre un exemple de template que j'ai pu gérer et qui est une information sur le rappel de produits, et je vais pouvoir évidemment venir modifier le cas échéant, les références de produits, etc. en fonction des cas de figure. Mais en tout cas, j'ai un modèle d'email qui est déjà prêt à l'emploi et qui me permet de gagner du temps. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que non seulement je fais une campagne de rappel, donc que je vais envoyer à l'ensemble de mes clients et voire même de mes distributeurs, de mes clients distributeurs, et voire même des clients consommateurs que j'ai référencés dans mon CRM, et je vais leur demander de bien vouloir remplir un formulaire web pour pouvoir simplement, je vous montre, pour pouvoir enregistrer en fait la campagne de rappel produit. Donc là, je vais leur demander de venir renseigner nom, prénom, adresse et leur demander justement s'ils veulent recevoir l'enquête de satisfaction que je vous ai montré juste avant. Et ça, c'est ce qui va me permettre d'organiser ma campagne de rappel et de pouvoir publier ce formulaire directement sur mon site web. L'ensemble de ces informations vont pouvoir être automatisées d'un point de vue marketing à travers une campagne de rappel produit que je vais vous montrer ici et qui va me permettre d'enchaîner et d'automatiser dans la gestion de ma campagne de communication auprès des consommateurs. Donc l'envoi d'une email sur la base en fait d'une liste marketing que j'aurais précédemment créée, qui est constituée en fait de l'ensemble des contacts ayant rencontré un problème avec mes produits. Je vais leur envoyer un modèle d'email, celui que je vous ai montré, qui est le template d'email de rappel de produits. À la suite de quoi, je vais les inviter à venir renseigner le formulaire en ligne de rappel par lequel ils vont pouvoir s'identifier et en tout cas préciser peut-être des choses. Et derrière, je vais pouvoir automatiser des rappels en fonction de deux choses. Soit la personne a correctement rempli le formulaire et à ce moment-là, je vais lui envoyer un email de réception de confirmation de prise en charge de rappel. Je vais pouvoir lui dire, je la mets dans une liste des inscrits pour dire c'est bien les personnes qui effectivement ont rempli le formulaire. Je vais faire une notification en interne à une équipe dédiée, par exemple à mon équipe marketing, et une semaine après, je vais, si ils ont autorisé à recevoir une enquête de satisfaction, je vais automatiquement envoyer un email les invitant à remplir une enquête de satisfaction suite à la campagne de rappel. Donc ça, c'est dans le cas où les personnes ont correctement rempli le formulaire. S'ils ne l'ont pas correctement rempli, on aura une temporisation de 7 jours et à ce moment-là, on refait un deuxième envoi. Et à l'issue de l'envoi, on décide encore ou pas de refaire effectivement le mécanisme et on s'arrête là. C'est-à-dire qu'au bout de 2 fois, si la personne n'a pas voulu remplir le formulaire, on ne l'obligera pas à le faire. Donc ça, c'est vous montrer aussi les capacités pour pouvoir organiser toute la gestion automatisée de votre campagne. Enfin, pour mesurer l'efficacité de votre plan de communication, on va utiliser les tableaux de bord Power BI pour pouvoir analyser. Alors analyser l'impact sur mes ventes. Donc ça peut être des informations qui vont remonter par exemple de mon ERP, de mon back-office, de mon système financier, qui va me permettre de voir si à un moment donné j'ai eu un impact quelconque sur mes ventes. Et puis je vais avoir aussi un tableau de bord de suivi des incidents ou des réclamations qui me permet de voir comment j'ai
identifier très facilement donc voilà les incidents qui concernent mon produit en particulier, donc qui s'appelle Venezuela Corsé, et de voir en fait l'ensemble des incidents. Donc je retrouve bien Julie Petit. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir que effectivement j'ai un pic d'incidence sur un produit, et malheureusement ce produit provient uniquement de mon site de production de Lyon, donc j'ai peut-être une discussion à avoir en fait avec mon responsable qualité sur le site de Lyon. L'intérêt de Power BI, c'est de pouvoir analyser en fait des informations et de le représenter de manière graphique, ce qui permet d'avoir une analyse peut-être plus fine ou plus rapide, et notamment de pouvoir analyser par exemple les canaux de communication. Si je me rends compte que sur l'ensemble de mes requêtes ou de mes demandes, c'est le téléphone qui est le canal privilégié de réclamation, bon bah c'est pas la même chose que si dans un autre cas j'ai effectivement le courrier web ou Facebook ou Twitter qui sont des canaux de communication les plus importants. Donc tout ça c'est une manière en fait d'analyser la donnée qui vous permet de prendre des bonnes décisions. Et puis enfin l'aspect géolocalisation va vous permettre d'identifier les foyers d'incidents, et là ça me permet juste de pouvoir revisualiser l'ensemble de mes incidents géolocalisés, soit par rapport à des contacts consommateurs, soit par rapport à des contacts distributeurs. Le tout étant disponible en mobilité, puisque Power BI, vous avez une application tablette ou smartphone qui vous permet d'interagir. Voilà, j'ai terminé avec la présentation et les différents cas d'usage. Alors j'ai 5 minutes de retard, veuillez m'en excuser. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu les questions et de voir si vous avez des questions particulières. Alors j'ai une question qui a été posée. Est-ce que les mots-clés sont définis par l'utilisateur et est-ce qu'il y a des groupes de mots-clés? Alors j'imagine que ça concerne l'écoute des réseaux sociaux, parce que j'ai cru voir ce message-là au moment où je présentais l'écoute des réseaux sociaux. Alors sur les mots-clés, oui, comment ça se passe concrètement? Vous allez pouvoir, lorsque vous allez configurer le système, vous allez définir en fait, je reprends la catégorie produit, je vais pouvoir définir ce qu'on appelle des règles. Ici, dans le cas présent, sur mon produit et sur l'information, j'ai défini une règle qui, hop, on va la prendre ici, hop, qui prend en fait un certain nombre de mots-clés. Alors, c'est pas ça que je voulais montrer, excusez-moi, je vais revenir sur la partie configuration, donc mes produits. Voilà, c'est celui-ci que je vais vous montrer. J'ai une règle en fait de mots-clés et vous voyez ici, j'ai renseigné un certain nombre de mots-clés. Je peux en renseigner 15 maximum par règle, mais par contre j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs règles, donc c'est la bonne nouvelle, avec des systèmes d'inclusion ou d'exclusion. Je vous prends un exemple. Je peux avoir, on va prendre la marque automobile Jaguar. Je veux des mots-clés qui tournent autour du véhicule, de l'automobile, etc. Mais par contre, je vais mettre en exclusion, par exemple, tout ce qui tourne autour du monde animal, les félins, parce que je veux pas avoir des posts ou des tweets qui m'expliquent que le jaguar c'est un très beau félin. Donc voilà, on va fonctionner par ce type de mots-clés. Et en fait, les groupes de mots-clés sont regroupés à l'intérieur d'une règle. On va pouvoir ensuite organiser plusieurs règles et ajouter différentes règles, notamment en fonction des différents canaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube ou LinkedIn ou Twitter. On n'a pas exactement les mêmes règles et le même fonctionnement en termes de requêtes. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous et bonne journée. Au revoir.